Au sommaire de cette édition, après 2 ans de détention ou 5 pour d'autres, des milliers d'Éthiopiens rentrent de la Zambie après une indemnisation présidentielle. Au Nigeria, le programme alimentaire mondial qui reçoit beaucoup des États-Unis espère la continuité avec l'administration Trump. Le sommet de l'Union africaine s'ouvre à Addis Abeba avec en toile de fond le retour du Maroc au sein de l'Union. Le sommet de l'Union africaine UA qui s'ouvre ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie s'annonce comme l'un des plus importants de ces dernières années, traversé par des lignes de fracture profondes sur le dossier marocain, sur la Cour pénale internationale ou tiraillé par les traditionnelles rivalités entre blocs régionaux. Le continent aborde le rendez-vous en ordre dispersé, le tout dans un environnement international remodelé avec l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche et, dans une moindre mesure, la récente prise de fonction du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prononcera un discours ce lundi à l'ouverture du sommet. Outre cette véritable première prise de contact entre Guterres et l'Union africaine, l'éventuelle réintégration du Maroc devrait dominer le débat ce lundi. Le royaume chérifien avait quitté l'Union africaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien. Mais le Maroc a annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l'organisation et le roi Mohamed VI, qui a annoncé sa présence à Addis Abeba, a enchaîné depuis la visite officielle pour allier les soutiens. Le royaume a le soutien inconditionnel de 42 pays africains pour son retour, a d'ailleurs affirmé une source diplomatique marocaine haut placée. Autre dossier potentiellement épineux, les chefs d'État doivent élire la nouvelle commission, l'exécutif de l'Union africaine. Reporté lors du dernier sommet en juillet, l'élection du successeur de la Sud-Africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, à la tête de la commission, opposera 5 candidats. Mais au terme d'intenses tractations diplomatiques et d'un débat inédit réunissant les 5 prétendants, 3 d'entre eux se détachent, la ministre kenyane des Affaires étrangères Amina Mohamed, l'ancien premier ministre tchadien Moussa Faki Mahamat et un diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily. Alors que selon certains médias américains, la nouvelle administration à Washington envisage d'importantes coupes budgétaires, la présidente du programme alimentaire mondial PAM, en visite dans le nord-est du Nigeria, frappée par l'insurrection islamiste de Boko Haram, a déclaré espérer que le gouvernement américain continuera à financer son organisation. The U.S. has been the largest donor to WFP for over 50 years. Les États-Unis sont le plus important donateur du programme alimentaire mondial depuis plus de 50 ans. Notre espoir est que cette organisation, qui a bénéficié de l'appui aussi bien des républicains que des démocrates, puisse continuer à recevoir l'aide financière nécessaire. La question du financement reste un enjeu majeur pour les ONG actives dans cette région dévastée par la guerre menée par Boko Haram, qui s'est propagée au Cameroun, au Tchad et au Niger. Nous devons nous assurer que nous relevons les défis auxquels nous sommes confrontés avec les 4,4 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire et les 1,8 million de personnes qui sont gravement touchées par l'insécurité alimentaire. Nos fonds seront épuisés à la mi-mars, mais nous espérons qu'il ne faudra pas attendre de voir des bébés commencer à mourir pour que le monde y prête attention. Le conflit qui oppose l'armée nigériane aux djihadistes dans le nord-est du Nigeria a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Quatre ans après son installation à Abidjan, l'Institut CERCO est la 13e université de Côte d'Ivoire, agréée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Ce sont des milliers de jeunes Africains qui sortent chaque année de cette école bardée de diplômes. J'ai été majeure de la promotion et je suis vraiment très ravie d'être honorée en ce jour. Effectivement, à CERCO, nous avons une formation de qualité. J'espère vraiment que cette formation nous permettra
de pouvoir accéder facilement au monde du travail. Ils sont 127 étudiants en licence et 18 en master, issus des filières management des projets et organisation, communication et marketing international qui ont reçu le diplôme de fin d'année en présence du corps professoral, des responsables de l'établissement et de Philippe Pango, directeur du village des technologies, de l'information et de la biodiversité, Vitib du Grand Bassam. Et pour la circonstance parrain de cette promotion, baptisée Promotion de la rupture. Il faut dire que Serco a la double casquette d'usine et de centre de formation. Donc on est dans notre élément naturel, on parle vraiment technologie. Quand nous, Zone Franche et Parc technologique de Côte d'Ivoire, on se retrouve avec nos amis de Serco. Créé par le jeune entrepreneur béninois Alain Capo-Chichi, Serco se veut un pôle d'innovation au service du développement économique, social et culturel du continent à l'horizon 2020. Il est aujourd'hui présent dans 3 pays africains, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et notamment en France et en Chine. Ils sont près de 150 migrants éthiopiens à avoir reçu des indemnisations présidentielles en décembre 2016. Mais avant, ils auront été détenus en Zambie durant 1 à 5 ans. À présent, ils sont rapatriés en Éthiopie dans le cadre d'un programme assisté par l'Organisation internationale pour les migrations. Le voyage était horrible. Les trafiquants nous ont cachés dans un camion où nous étions étouffés et ne pouvions pas respirer. Beaucoup de nos amis ont perdu la vie et d'autres ont été grièvement blessés. Quand nous avons crié pour l'aide, ils nous ont intimidés avec des armes. Ils sont impitoyables et inhumains. Ce n'était pas ce que nous attendions. Nous sommes si chanceux de revenir à la maison aujourd'hui et de voir cette lumière, car cela a coûté la vie à beaucoup de personnes. Les rumeurs que nous avons entendues dire que tel ou tel est allé en Afrique du Sud, ainsi que les maisons achetées et les voitures ne sont que des mensonges, et ça me pousse vers un voyage dangereux. Maintenant, je suis convaincu que si je travaille dur ici en Éthiopie, alors je pourrais avoir une vie meilleure. J'ai appris que nous avons un bon pays, même les étrangers peuvent venir ici et changer leur vie. Dieu merci, je n'ai pas été blessé et je suis très jeune pour travailler et changer de vie ici dans mon pays. Ces 150 Éthiopiens pourront, une fois rentrés, se construire une nouvelle vie en investissant dans de nouvelles activités. 58,65% des suffrages, c'est le score par lequel Benoît Hamon a remporté face à Manuel Valls dimanche le second tour de la primaire socialiste élargie. Défenseur d'une gauche totale, l'homme est ainsi devenu le champion socialiste pour la présidentielle en France. On ne pensait pas gagner, en tout cas on n'en était pas sûr, mais ce soir c'est un plaisir immense, en plus avec un score sans appel. On est presque à 60% des suffrages et franchement c'est une joie énorme. Les obstacles ont été nombreux et je pense que ce projet aujourd'hui a le mérite d'aller jusqu'au bout. Et donc on soutiendra encore pendant 4 mois le projet de Benoît Hamon qui mérite d'être président et qui mérite aujourd'hui de faire revivre le socialisme en France. Le président de la haute autorité a fait état d'une forte hausse de la participation avec 1 101 000 votants. Longtemps donné au coude à coude avec le conservateur François Fillon, Marine Le Pen semble creuser l'avantage, selon un sondage publié dimanche. François Fillon, lui, est désormais talonné par l'étoile montante de la campagne, l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Manifestations, condamnations politiques, pression internationale. Donald Trump se retrouve sur la défensive pour sa deuxième semaine à la Maison-Blanche après sa décision de fermer les frontières pendant plusieurs mois à tous les réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de 7 pays musulmans. Après un week-end de confusion et de controverses, le président républicain s'est défendu de toute discrimination anti-musulman alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington, New York, Boston et dans d'autres villes des États-Unis.
Ma famille est originaire de la Suisse allemande. Mes enfants sont les enfants d'un homme dont la mère était une Française catholique et le père un juif hongrois. Ce pays est un pays d'immigrants. C'est un pays bâti sur l'immigration. Ce que Trump fait est un affront. C'est une violation de nos principes les plus profondément ancrés. Je ne pouvais pas rester à ne rien faire et j'espère que personne ne laissera faire ça sans manifester. Dans les aéroports américains, des scènes de détresse ou de joie avaient lieu parmi les familles attendant de retrouver leurs proches bloqués par les agents d'immigration. Ça fait vraiment peur et c'est inhumain. Des gens qui n'ont pas vu leur famille depuis tant d'années. La première chose dont ils ont envie, c'est de rentrer et de voir leur mère, leur père, leur fils, des gens qu'ils n'ont pas vus depuis plusieurs années. Pour eux, être retenus en otage à l'aéroport et ne pas être autorisés à sortir, à être libres, c'est quelque chose de terrifiant auquel nous ne devrions pas avoir à faire face au XXIe siècle. Des milliers de manifestants se sont aussi fait entendre sous les fenêtres du président Trump dans le parc de la Maison-Blanche à Washington. Le milliardaire républicain n'a fait qu'appliquer ses promesses de campagne, souligne son entourage, comme lors de la signature toute la semaine passée de décrets sur la santé, l'immigration clandestine, la lutte anti-djihadiste ou le pétrole. Au-delà des condamnations internationales, de Téhéran au Caire en passant par les grands pays européens, le président républicain est critiqué par l'opposition démocrate et par un nombre croissant d'élus de la majorité républicaine. Décision de fermer les frontières pendant plusieurs mois à tous les réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de 7 pays musulmans. Donald Trump se retrouve sur la défensive pour sa deuxième semaine à la Maison-Blanche. Manifestations, condamnations politiques, pression internationale, l'ambiance est mouvementée. Dans les aéroports américains, des scènes de détresse avaient lieu parmi les familles attendant de retrouver leurs proches bloqués par les agents d'immigration. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington, New York, Boston, dans d'autres villes des États-Unis et du reste du monde. Le décret de Donald Trump est inconstitutionnel et illégal. Ça va à l'encontre de tout ce que nous défendons en tant qu'Américains et contre tout ce sur quoi ce pays a été fondé. Le fait que c'est une nation pour tout le monde où chacun a la chance de vivre sa propre vie, pour lui-même ou sa famille. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est vraiment gênant pour nous aux yeux du monde de rejeter des gens qui ont besoin d'aide, de rejeter des gens qui ont la carte verte, de rejeter des gens qui ont toujours vécu ici. Et donc on est là aussi pour montrer au monde que ça nous préoccupe et qu'on n'est pas d'accord. Selon Trump, les terroristes doivent être éliminés aux États-Unis. Mais en réalité, ce sont les États-Unis qui bombardent ces pays et qui se mêlent des affaires intérieures de ces 7 pays. Des milliers de manifestants se sont aussi fait entendre sous les fenêtres du président Trump dans le parc de la Maison-Blanche à Washington. Et pourtant, le milliardaire républicain n'a fait qu'appliquer ses promesses de campagne.